Je pense que c'est la profession la plus belle qui puisse exister. Bonjour à tous. Moi, je dis bonjour, chers amis. C'est drôle de commencer cette première rencontre avec vous en vous présentant un extrait de ce chef-d'œuvre de Joseph Haydn, Les 7 dernières paroles du Christ, qui se termine par un tremblement de terre. Et ça m'a paru une belle métaphore de l'arrivée des femmes dans le métier de la direction d'orchestre. En tout cas, le monde de la musique classique n'accueille pas encore facilement les femmes chefs d'orchestre, puisqu'en France, seulement 4% de femmes sont programmées dans les institutions culturelles. Et un rapport qui a été fait au Parlement européen et que j'avais fait démontrait que pour qu'une femme ait la direction générale d'une industrie culturelle ou d'une institution culturelle, il fallait qu'elle crée sa propre entreprise. Donc les femmes françaises qui sont à la tête d'orchestre ont créé leur propre orchestre. Donc je vais vous expliquer ce que représente le don pour moi avec 2 exemples. Un exemple, c'est la création d'un concours qui s'appelle La Maestra, je vais vous en parler. Et puis ensuite, je vous parlerai de mon orchestre, le Paris Mozart Orchestra, que j'ai créé il y a 10 ans. Alors, pourquoi est-ce que j'ai créé un concours réservé aux femmes qui s'appelle La Maestra? Comment m'est venue cette idée et je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que ça allait vraiment servir aux femmes de faire un concours pareil? Est-ce que ce n'était pas une autre forme de discrimination? Mais j'étais invitée à Mexico, où il y avait un concours de direction d'orchestre paritaire. J'étais la seule femme dans le jury, ce qui m'arrive souvent. Ça m'était déjà arrivé à Tokyo aussi. Et normalement, je ne devrais pas l'accepter, mais je suis restée parce qu'il fallait être constructive. Et dès le premier jour, un des membres du jury, un chef d'orchestre mexicain, me dit « Madame, mon médecin, qui est un très grand scientifique, me dit que biologiquement, les femmes ne peuvent pas être chefs d'orchestre. » Je lui dis « Ah bon, écoutez, ça fait quand même un certain nombre d'années que j'exerce ce métier. Expliquez-moi ce que vous entendez par biologiquement. Parce que je me sens quand même en bonne santé. » Il me dit « Mais madame, les femmes ont les bras tournés vers l'avant. » Je dis « Bon, c'est bizarre. Moi, j'ai le bras normalement bien placé. Quand je tiens la baguette pour diriger l'orchestre, là, j'en avais pas. Mais voilà, mon bras se place tout naturellement. » Il me dit « Écoutez, madame, c'est la science. » Et je lui dis « Mais pourquoi est-ce qu'elles auraient les bras tournés vers l'avant ?» Il me dit « Mais madame, c'est tout naturel. C'est pour tenir les bébés dans leurs bras. » C'était en septembre 2018. Donc vous voyez que dans le monde de la musique classique, il paraît que dans l'armée c'est très différent. On m'a expliqué ça. Mais dans le monde de la musique classique, il y a encore beaucoup de chemin à faire parce que c'est des métiers qui touchent beaucoup au pouvoir, à la gloire et à la notoriété, à l'argent aussi. Et pendant le concours, ce membre du jury, à chaque fois que c'était un concours pour hommes et femmes, à chaque fois qu'une femme passait, c'était son tour, il se cachait la tête sous son châle, et puis quelquefois même il s'endormait. Et il ne votait jamais quand c'était une femme qui dirigeait. Je trouvais ça extrêmement indécent et extrêmement violent. Et puis, heureusement, il y avait, sur les autres membres du jury, il y avait quelqu'un de l'Europe du Nord, un Finlandais, qui était normalement féministe, comme vous l'êtes, vous. Et on a trouvé que la meilleure des candidates était une jeune Chinoise. Elle avait un charisme, une autorité naturelle et une interprétation magnifique, une très bonne technique. Elle était la meilleure candidate. Pour les autres membres du jury, elle était femme, chinoise, et en plus, elle avait une béquille. Donc,
Elle s'était cassé le pied. C'était beaucoup pour eux. Donc nous avons, avec ce Finlandais, eu beaucoup de mal à la faire passer en finale parce qu'elle était évidemment prête à faire une grande carrière. Et à la finale, le Mexicain n'a pas voté et les autres membres du jury, nous nous sommes partagés. Il y a eu autant de voix pour un jeune homme bien, un Vénézuélien, que pour cette jeune femme chinoise. Donc normalement, ils auraient dû avoir un premier prix ex aequo. Mais ça a été impossible, j'ai résisté, vous ne pouvez pas savoir. Le public attendait, on était enfermés à côté de la scène et pour délibérer, on a fait attendre le public 2 heures pour rendre les résultats alors qu'il s'agissait de 3 personnes. J'ai tenu le plus possible. Ils n'ont jamais voulu que le premier prix soit attribué à une femme. Et j'ai trouvé ça extrêmement violent, j'étais très triste et en colère. Et je rentrais à Paris. Et le lendemain, j'avais rendez-vous avec le principal mécène de mon orchestre, le Paris Mozart Orchestra. Et elle me fait raconter cette histoire et elle me dit « Qu'est-ce que vous voulez faire, Claire ?» Je lui dis « Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça rendrait service aux femmes de faire un concours qui serait réservé aux femmes. Ce n'est pas vraiment ce que je souhaite dans la vie. J'aime la parité, j'aime la mixité. » Mais elle me dit, je pense qu'il faut le faire, vu qu'en France, comme je vous l'ai dit, seulement 4% de femmes sont programmées comme chef d'orchestre, 1% de femmes compositrices sont programmées dans les institutions. Elle m'a dit, en tout cas, si vous êtes venu me voir pour m'en parler, je vous le dis tout de suite, je vous finance votre concours. Je lui dis, mais c'est un grand concours, il faut faire mondial. Et elle me dit, je vous le finance. Donc je vais à la Philharmonie voir le président de la Philharmonie, Laurent Bell, et puis le directeur artistique me dit « Claire, tu es tout à fait légitime pour porter ce concours, on trouve que tu as entièrement raison, on épouse absolument ton analyse de la situation et on va monter un grand concours. » Et ça a été un succès extraordinaire. Et on a eu 220 candidatures de femmes du monde entier, de 51 nationalités. Et pour pouvoir il fallait que nous en choisissions 12, parce qu'il y avait un comité de sélection. Et on demandait à ces femmes d'envoyer 2 vidéos de 10 minutes. Donc on a visionné, vous voyez, 220 multiplié par 2 vidéos de 10 minutes pour sélectionner ces femmes. Et j'ai été, comment vous dire, ça dépassait mes espérances. J'ai été émerveillée parce que ce que j'ai vu, c'était d'une telle qualité. Et ces femmes, elles étaient donc invisibles dans la vie artistique des institutions. Elles avaient un tel naturel, un tel charisme, une telle autorité, un tel professionnalisme qu'on a eu beaucoup de mal à n'en garder que 12. Et je me suis dit que c'était vraiment un métier qui était autant fait pour les femmes que pour les hommes et qu'on maintiendrait ce concours tant qu'il n'y aurait pas un pourcentage de femmes programmées dans les institutions culturelles, puisqu'elles sont là et qu'elles ne demandent qu'à être engagées. Donc c'était mon don pour mes jeunes collègues, parce que je ne viens chercher là rien pour moi, mais c'était mon désir d'aider cette nouvelle génération de femmes qui est sur le marché du travail. Et je vous cite cette phrase, « There is a special place in hell for women who don't help other women. » J'y ai trouvé un réconfort. Et l'autre forme de don, au moment de la vie où je suis, c'était la création de mon orchestre, il y a 10 ans, le Paris Mozart Orchestra. Et tout de suite, j'ai voulu faire un don à tous ceux qui souffraient de discrimination. Les discriminations racistes, antisémites, sur le handicap, sur l'orientation sexuelle, l'orientation religieuse, le sexisme. Donc, tous les musiciens que j'ai sélectionnés pour entrer dans cet orchestre et qui étaient d'un très très haut niveau professionnel ont signé une charte qui ressemble à la charte des droits fondamentaux. Voilà, vous pouvez passer parce que là j'ai oublié de lui faire des petites... Ça considère... Voilà les candidates de la maestra. Vous voyez, il y avait une chinoise et la première jeune femme d'origine africaine. Vous savez, on ne trouve pas beaucoup de femmes noires en tutu blanc
et des femmes chefs d'orchestre non plus. Et ça, c'est un combat pour moi aussi, la diversité dans le monde de la musique classique. On a besoin. Et voilà la jeune chinoise pour laquelle je me suis battue à Mexico. Elle est candidate au concours La Maestra. Donc ce concours, qui n'a pas pu avoir lieu au mois de mars, il est reporté en septembre, du 15 au 18 mars. Et c'est un concours que j'offre à toutes ces jeunes collègues que je trouve formidables et que personne ne connaît. Vous voyez, de tous les pays dont elles viennent. Et donc, on va passer maintenant à la suite, si vous voulez. Pardonnez-moi, Solène, parce que j'ai oublié, voilà, manager une équipe, diriger un orchestre. On va passer au Paris Mozart Orchestra. Et on va commencer. Je ne savais même pas qu'il y avait cette vidéo, vous voyez, je l'ai regardée avec vous. Je vous disais que tous les musiciens qui sont là, ils ont quelque chose de spécial. Non seulement ils sont top niveau artistique, mais ils sont attachés à des valeurs humaines très, 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 très fortes. Et on est tous engagés dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Donc 50% de nos activités sont des activités pédagogiques, sociales et humanitaires. Les autres, on joue à la Philharmonie ou dans des grands festivals, parce que c'est un orchestre d'excellence. Mais quand on joue à la prison de Fresnes, par exemple, il n'y en a pas un qui manque. Et c'est le contact et les échanges avec les détenus sont vraiment formidables. Donc on va dans les banlieues, on va dans les établissements scolaires qui sont dans des zones en réseau d'éducation prioritaire et dans des zones extrêmement défavorisées. Et nous donnons 50% de notre temps à ces causes. Donc ça, c'est notre don. Mais si tous les artistes donnaient seulement 10% de leur temps à des activités de solidarité, je pense que la beauté, d'une certaine façon, pourrait sauver le monde. Parce que ça peut changer des choses. On le voit, vous savez, quand on est dans des établissements scolaires, en résidence, on voit des enfants qui ont du mal, qui sont en échec scolaire, qui, grâce à des projets artistiques, retrouvent une énergie, une connexion avec la classe. Et ça, ce sont des grandes, grandes, grandes récompenses. Donc, on vient de traverser une crise tous ensemble. Pour les intermittents du spectacle, c'était extrêmement difficile. Vous pouvez le comprendre, parce qu'ils n'étaient pas rémunérés. Et comme nous avons 50% d'activités solidaires, on a moins souffert que d'autres, parce que toutes nos activités étaient financées par du mécénat. On n'était pas en activité commerciale. Bien sûr qu'on a eu des contrats de cession annulés, mais on a pu faire fonctionner le chômage partiel. Et 10 concerts annulés au mois d'avril, on a pu en payer 70% grâce à ce chômage partiel. Voilà le don qu'on essaye de faire au public défavorisé, et on espère vraiment changer le monde
je pense que une vie artistique partagée et la pratique artistique collective peuvent faire beaucoup pour le vivre ensemble. Voilà, merci à vous tous.